Mardi 14 juillet 2022. Il était 15h32 et le thermomètre de l'Audi affichait 38 degrés. L'air sur l'A7 était irrespirable, un mélange d'asphalte en fusion, de gaz d'échappement et de cette tension qui précède l'orage. L'odeur qui a suivi, était différent. Était l'odeur de la poudre, de la gomme brûlée par notre freinage raté et du sang de Sofiane sur le cuir des sièges. Pour une putain de Golf 7R, ce jour-là, on a signé notre arrêt de mort. Avant que je te raconte comment on est tombé dans le panneau comme des bleus, fais un truc pour moi, et fais-le vite. Abonne-toi à la chaîne et like cette vidéo. Les RG et toute la clique veulent faire disparaître ce genre de témoignages. Ils n'aiment pas qu'on expose leur méthode. Comment ils te montent un piège si parfait que tu sautes dedans avec le sourire? Ils veulent que tu croises à la version de BFM TV. Alors, aide-moi à garder la vérité en ligne. C'est bon, t'es là? Alors accroche-toi bien à ton siège, parce que je t'emmène avec moi. On rembobine de 3 heures, retour à la Castellane, dans un snack qui sentait le graillon et le shit. Le soleil tapait si fort sur les murs des bâtiments qu'on avait l'impression de vivre dans un four. On était les rois du monde, ou du moins les rois de notre petit royaume de béton. On se sentait invincible, intouchable, les seigneurs des quartiers nord. On était 3. Moi, Crimo, le nerveux, celui qui réfléchit après avoir agi. Il y avait Yanis, une tête brûlée, le genre de mec qui sourit en te mettant une pression. Et Sofiane, le plus calme, notre pilote, le seul capable de faire chanter le moteur d'une RS3 volée comme s'il l'avait construite. On formait une équipe soudée, des frères pas de sang mais de galère et de charbon, des soldats de la DZ Mafia qui ne reculèrent devant rien. Ce matin-là, on venait de toucher une petite somme sur une livraison, de l'oseille qui brûlait déjà nos poches. On se sentait puissant, la hagra nous montait à la tête. On parlait fort, on riait de tout. On portait l'uniforme du quartier, survêt, Lacoste intégrale pour moi, un ensemble Nike pour Yanis, et nos paires de TN requins blanches, neuves, qui n'avaient pas encore goûté au bitume de la défaite. On était l'image même de l'arrogance de la cité. Puis le téléphone a sonné. Était un des lieutenants du réseau. Le plan était simple, presque une insulte à notre talent. Une commande. Il fallait intercepter une Golf 7R grise, immatriculée 75. Un Go Fast pour l'Espagne avait besoin d'une voiture ouvreuse discrète et puissante. La mission était claire, récupérer le véhicule sans faire de vagues. Le conducteur était décrit comme un touriste, un baptou, fragile qui ne ferait pas d'histoire. Une formalité, une promenade de santé, 10 000 € à se partager. La somme a claqué dans nos têtes comme un coup de feu. Facile, trop facile. On s'imaginait déjà dépenser la thune. Yanis parlait d'une nouvelle moto, un T-Max 560, pour griller tout le monde au démarrage. Sofiane, lui, voulait mettre sa mère à l'abri. Moi, je ne savais pas encore, mais l'idée de cet argent facile me rendait euphorique. On était des loups, et Marseille était notre terrain de chasse infini. L'Audi RS3, volé la semaine précédente à Aix-en-Provence, dormait dans un box. Son moteur ronronnait déjà dans nos têtes. Était notre outil de travail, une bête de puissance noire et agressive, parfaite pour ce genre de mission. On a vérifié les armes. J'avais mon Glock 19, froid et rassurant dans ma sacoche Gucci. Yanis avait un Uzi, plus pour l'intimidation que pour l'efficacité. On était prêts. On était des prédateurs sur le point de fondre sur une proie facile. La sensation d'invincibilité était à son comble. Dans notre tête, le scénario était déjà écrit. Le film était déjà monté. On allait faire ça proprement, sans bavure. On allait humilier ce Parisien, lui prendre sa belle voiture et retourner à la cité en héros avec les poches pleines. La hagra, c'est une drogue puissante. Elle te fait croire que tu es le scénariste de ta propre vie, alors qu'en réalité, tu n'es qu'un acteur dans le film de quelqu'un d'autre. On a pris la route. Le son du rap marseillais à fond dans l'habitacle. On a quitté les ruelles étroites de la cité pour s'engager sur la rocade L2, direction l'autoroute A7. Le soleil de juillet transformait l'intérieur de la voiture en étuve, mais on ne sentait rien. L'adrénaline était notre climatisation. On scrutait chaque voiture, chaque bretelle d'accès. Et puis, près du centre commercial Grand Littoral, on l'a vu, la Golf 7R grise, immatriculée 75, pile comme dans la description. Elle roulait tranquillement sur la voie de droite, comme si elle n'avait rien à se faire reprocher. Le conducteur était au téléphone, une main sur le volant, l'air absorbé par sa conversation. Il correspondait parfaitement au profil.
la quarantaine, polo bleu ciel, l'air d'un cadre supérieur qui pense déjà à ses vacances sur la Côte d'Azur. Il avait l'air doux, inoffensif, une proie parfaite, une victime idéale qui allait nous faciliter le travail. On se regardait en souriant. « Miskin, il va rien comprendre à sa vie », a lâché Yanis en ricanant. Ce rire, je m'en souviens encore. Était le rire de l'arrogance absolue, le son de notre propre chute. On se sentait tellement supérieur, tellement maître du jeu. On pensait que notre monde, celui de la violence et de la rue, était le seul qui existait, le seul qui comptait. On ne pouvait pas imaginer qu'il existait d'autres niveaux de violence, plus froids, plus méthodiques, plus terrifiants. Le plan d'attaque était d'une simplicité enfantine. On allait le suivre jusqu'à un endroit où il y aurait moins de circulation, puis Sofiane ferait une poussette, un léger contact sur son pare-choc arrière pour le forcer à s'arrêter sur la bande d'arrêt d'urgence. Pas de violence, juste de l'intimidation. On allait sortir, lui montrer les armes, et il nous donnerait les clés sans discuter. Propre, rapide, un jeu d'enfant. C'est ce qu'on se répétait en boucle. On a dépassé le péage de Lançon-Provence. Était le moment. La circulation était plus fluide. Sofiane a collé la Golf, lui faisant des appels de phare. L'homme au volant a jeté un coup d'œil dans son rétroviseur, sans aucune panique apparente. Il a simplement ralenti et s'est rangé sur la bande d'arrêt d'urgence, comme un citoyen modèle qui vient de se faire emboutir. Tout se déroulait exactement comme prévu. Trop parfaitement. Peut-être. L'Audi s'est immobilisé juste derrière la Golf, bloquant toute possibilité de fuite. La chaleur qui montait de l'asphalte était suffocante. Le bruit des voitures et des camions qui passaient à toute vitesse créait un mur sonore assourdissant. Yanis et moi, on a enfilé nos cagoules et on est sortis, nos armes à la main. Le cœur battait fort, mais était la bonne adrénaline, celle du chasseur qui s'approche de sa proie. On allait plier ça en 30 secondes. Je me suis approché de la fenêtre du conducteur, le Glock bien visible. « Wesh papy, descends, c'est plus ta voiture, dégage ou on te fume !» J'ai crié, en essayant de mettre toute la hargne de la cité dans ma voix. Yanis était de l'autre côté, son Uzi pointé vers le siège passager. On était en position de force totale, 2 loups encerclant un agneau égaré sur l'autoroute du soleil. Le mec devait être terrifié, paralysé par la peur. Mais sa réaction haine était pas normale. Il n'a pas sursauté. Il n'a pas crié. Il a simplement dit 2 mots dans son téléphone. « Je te rappelle », avant de le poser calmement sur le siège passager. Puis, il a tourné la tête vers moi. Lentement. Il n'y avait aucune peur dans ses yeux. Rien. Juste un calme glacial, presque du mépris. Il me regardait, mais il ne me voyait pas, moi. Il analysait mes gestes, ma posture, mon arme. Ce calme était plus terrifiant que n'importe quel cri. Un homme normal aurait paniqué, aurait supplié. Lui, il était là, assis, nous détaillant de la tête aux pieds comme si on était des insectes sous un microscope. J'ai senti une goutte de sueur froide couler le long de ma tempe, malgré la chaleur étouffante. Pour la toute première fois de la journée, un doute s'est installé dans mon esprit. Une petite voix qui me disait que quelque chose clochait. Son regard, je ne l'oublierai jamais. Ce haine n'était pas le regard d'une victime. C'était le regard d'un professionnel qui évalue une situation. C'était le regard d'un mec qui attendait le dessert après avoir fini l'entrée. Il avait vu pire, beaucoup pire. Et nous, avec nos survêtements et nos airs de dur, on n'était que l'apéritif. La Agra commençait à se fissurer, laissant place à une angoisse inconnue, une peur primale. « Dépêche-toi, sors de là !» J'ai hurlé, plus pour me convaincre moi-même que pour l'intimider. Ma voix sonnait faux. Elle tremblait légèrement. Yanis aussi devait le sentir, car il a fait un pas en arrière, son Uzi moins assuré dans ses mains. Le temps semblait s'étirer. Chaque seconde durait une éternité. L'air était lourd, saturé de danger. On était tombé dans quelque chose qui nous dépassait complètement, mais il était trop tard pour reculer. L'homme a lentement levé les mains, paumes ouvertes. Un geste de soumission classique, mais son regard disait le contraire. Il y avait un très léger sourire au coin de ses lèvres, presque imperceptible. Était un sourire de pitié. Il avait pitié de nous. Il savait déjà comment ça allait se terminer, et ce haine n'était pas nous qui allions repartir avec la voiture. La peur s'est transformée en panique sourde. Mon doigt s'est crispé sur la détente du Glock. Je me souviens avoir pensé à Sofiane, resté au volant de l'Audi. Il devait se demander ce qu'on fabriquait, de sa position. Il ne pouvait pas voir le regard de l'homme.
Il ne pouvait pas sentir cette aura de danger professionnel qui émanait de lui. Pour lui, CC était juste un Parisien qui faisait traîner les choses. Il a klaxonné une fois, un coup bref et impatient. Ce son a été le signal de départ de notre descente aux enfers. L'homme a baissé les yeux vers son tableau de bord, comme pour vérifier quelque chose. Puis il m'a regardé droit dans les yeux. Le monde s'est arrêté. J'ai vu ses lèvres bouger, mais aucun son n'est sorti. C'était comme dans un cauchemar où tu veux crier, mais ta voix est bloquée. Le bruit assourdissant de l'autoroute a disparu. Il n'y avait plus que son regard, et le soleil qui me brûlait la nuque. Le piège allait se refermer. Et puis il y a eu ce son, un claque sec, métallique, venu de nulle part et de partout à la fois. Le moteur de notre Audi RS3, derrière nous, s'est coupé net. Au même moment, j'ai entendu le verrouillage centralisé de nos portières s'enclencher avec un bruit sinistre. Sofiane était piégée à l'intérieur. On était à pied, sur une autoroute, avec un type dont le calme était devenu la chose la plus effrayante au monde. La Golf était un appât. L'homme est sorti de sa voiture, pas comme une victime, mais comme un soldat qui sort d'un blindé. Son mouvement était d'une fluidité inhumaine, une chorégraphie mortelle répétée des milliers de fois. En une fraction de seconde, alors qu'il pivotait hors de son siège, il avait déjà une arme à la main. Ce N n'était pas un pistolet de voyou. C était un Sig Sauer SP 2022, une arme de service, propre, entretenue, professionnelle. Il n'y a pas eu de sommation, pas de haut les mains. La première chose que j'ai entendue, c'est la détonation sèche et le cri de douleur de Yanis. 2 balles, précises, chirurgicales, dans les genoux. Yanis s'est effondré sur le bitume en hurlant, son Uzi tombant à ses pieds. L'homme s'est instantanément abrité derrière sa portière, utilisant sa voiture comme un bouclier mobile. Chaque geste était calculé, économique, mortellement efficace. Puis, il s'est tourné vers l'Audi. Sofiane, paniquée, essayait de redémarrer le moteur, mais elle électronique était morte. L'homme a épaulé son arme, a visé à travers la vitre latérale de notre voiture et a tiré une seule fois. La balle a traversé le verre et a touché Sofiane à l'épaule. J'ai vu son corps s'affaisser contre le volant, une tache rouge sombre s'étendant rapidement sur son survêtement. Le silence est retombé, seulement brisé par les gémissements de Yanis. J était paralysé, le cerveau complètement déconnecté. Mon Glock me semblait peser une tonne. J'ai essayé de viser, de faire quelque chose, mais mes mains tremblaient. C était trop rapide, trop professionnel. On était des gamins qui jouaient aux gangsters, et on venait de tomber sur le diable en personne. J'ai tiré une fois, n'importe où, le recul me surprenant presque. La balle s'est fichée dans le pneu de la Golf avec un sifflement pathétique. Il a bougé, pas vers moi, mais sur le côté, en triangle, pour changer d'angle. C'est un truc de pro, ça, pour ne jamais offrir une cible fixe. En moins d'une seconde, il était sur moi. Je n'ai même pas vu le coup venir. Un choc violent sur mon poignet. Mon Glock a volé dans les airs avant de retomber lourdement sur l'asphalte. Mon bras criait de douleur. J était désarmé, neutralisé. J était passé de prédateur à proie en moins de 5 secondes. Il ne m'a même pas regardé. Il s'est contenté de me pousser violemment, me faisant tomber à genoux à côté de Yanis, qui se vidait de son sang. Son attention était déjà ailleurs, scannant les environs, s'assurant que la menace était totalement maîtrisée. Il était seul, mais il agissait comme s'il était à la tête d'une armée. Il contrôlait tout, l'espace, le temps et nos vies. On n'était plus rien. Le combat était terminé. En réalité, il n'y avait jamais eu de combat. C était une exécution, une neutralisation clinique. Le premier écho des tirs NES était même pas encore dissipé que le silence était déjà revenu, lourd et macabre. Il ne restait que le bruit des voitures qui ralentissaient, les cris de Yanis et le son de mon propre souffle, rauque et paniqué. La Agra S était évaporée, remplacée par la plus pure des humiliations. C'est là que les sirènes ont commencé à se faire entendre. Pas le son lointain d'une patrouille au hasard. Non, CE était proche, trop proche. Elles arrivaient de partout. Ils nous attendaient. La Golf N était pas seulement un appât. Ça était le centre d'une toile d'araignée, et nous venions de nous jeter dedans la tête la première. La BAC, la police nationale, ils étaient tous là, mais ils n'intervenaient pas. Les premières voitures de la BAC sont arrivées, mais les flics ne se sont pas précipités sur nous, armes au poing. Ils ont ralenti et ont sécurisé le périmètre, créant un barrage. Leur chef est sorti, un type expérimenté, et il s'est approché de l'homme de la Golf.
Il ne lui a pas crié dessus. Il lui a parlé avec un respect teinté de crainte. J'ai entendu sa question, et elle a fini de me briser. « C'est bon pour vous, mon commandant ?» Mon commandant? Le mot a résonné dans mon crâne. Ce N était pas un cadre sup, pas un touriste. C était un militaire, un opérateur des forces spéciales, un mec du GIGN ou quelque chose comme ça. On avait essayé de carjacker un des hommes les plus entraînés et les plus dangereux de France. L'humiliation était totale, absolue. J'ai senti les larmes monter, des larmes de rage, de douleur et de stupidité. J'y étais à genoux sur l'asphalte brûlant, le bras cassé, à côté de mon ami qui agonisait, pendant que notre cible, le prédateur, remettait calmement son arme dans un étui de cheville que je n'avais même pas remarqué. Il a ensuite sorti un autre téléphone, un modèle satellite, je crois, et a passé un appel, tournant le dos à notre carnage comme s'il venait de régler un simple problème de paperasse. On n'existait déjà plus pour lui. Les flics de la BAC nous ont finalement interpellés, sans ménagement. Ils m'ont plaqué au sol, le visage contre le bitume qui sentait la mort. Yanis a été pris en charge par les secours, mais Sofiane était mort, vidé de son sang sur le siège de cette putain d'Audi. Tout ça pour 10 000 €. Tout ça pour une montée de Agra. On se croyait les rois de Marseille. On n'était que de la chair à canon. Aujourd'hui, ça fait 8 ans que je suis aux Baumettes. La justice a été rapide. Homicide, vol à main armée en bande organisée, association de malfaiteurs, ils ont sorti tout le dictionnaire. J'ai pris 20 ans. Yanis, qui a survécu mais qui ne marchera plus jamais droit, a pris la même chose. J'ai perdu ma jeunesse, mes amis, mon honneur. Je suis passé du statut de petit caïd qui monte à celui de prisonnier anonyme. Ici, j'ai le temps de réfléchir. Je repasse cette journée en boucle dans ma tête. L'arrogance, la certitude de être les plus forts. On se croyait des loups parce qu'on ne chassait que des moutons. On passait notre temps à terroriser des gens normaux, des gens qui avaient peur. On avait bâti notre réputation sur la faiblesse des autres. Ce jour-là, pour la première fois, on a décidé de s'attaquer à un lion, en pensant que C était un agneau. La Agra, c'est le pire des poisons. Elle t'aveugle, elle te fait croire que la rue t'appartient, que ces codes sont les seules lois qui existent. Mais c'est faux. Au-dessus de la rue, il y a l'État. Et l'État a des chiens de garde bien plus féroces que les plus fous d'entre nous. On n'est que des pions sur leur échiquier. Ils nous laissent nous entretuer dans les cités. Mais dès que tu touches à l'un des leurs, le jeu s'arrête. On était des personnages de jeux vidéo qui se croyaient dans la vraie vie. On avait nos armes, nos voitures, notre territoire. On pensait qu'on contrôlait la partie. Mais ce mec, ce commandant, il n'était pas dans le jeu. C'était lui qui tenait la manette. Il a appuyé sur pause. Il a changé les règles. Et il nous a effacés de l'écran. La seule chose qui reste, c'est cette histoire. Une leçon écrite avec du sang sur l'autoroute du soleil. Mardi 14 juillet 2022. Il était 15h32 et le thermomètre de l'Audi affichait 38 degrés. L'air sur l'A7 était irrespirable. Un mélange d'asphalte en fusion, de gaz d'échappement et de cette tension qui précède l'orage. L'odeur qui a suivi, était différent. C'était l'odeur de la poudre, de la gomme brûlée par notre freinage raté et du sang de Sofiane sur le cuir des sièges. Pour une putain de Golf 7R, ce jour-là, on a signé notre arrêt de mort. Avant que je te raconte comment on est tombé dans le panneau comme des bleus, fais un truc pour moi et fais-le vite. Abonne-toi à la chaîne et like cette vidéo. Les RG et toute la clique veulent faire disparaître ce genre de témoignages. Ils n'aiment pas qu'on expose leur méthode. Comment ils te montent un piège si parfait que tu sautes dedans avec le sourire. Ils veulent que tu crois à la version de BFM TV. Alors aide-moi à garder la vérité en ligne. C'est bon, t'es là? Alors accroche-toi bien à ton siège, parce que je t'emmène avec moi. On rembobine de 3 heures. Retour à la Castellane, dans un snack qui sentait le graillon et le shit. Le soleil tapait si fort sur les murs des bâtiments qu'on avait l'impression de vivre dans un four. On était les rois du monde, ou du moins, les rois de notre petit royaume de béton. On se sentait invincible, intouchable. Les seigneurs des quartiers nord. On était 3. Moi, Crimo, le nerveux, celui qui réfléchit après avoir agi. Il y avait Yanis, une tête brûlée. Le genre de mec qui sourit en te mettant une pression. Et Sofiane, le plus calme, notre pilote, le seul capable de faire chanter le moteur d'une RS3 volée comme s'il l'avait construite. On formait une équipe soudée, des frères pas de sang mais de galère et de charbon,
des soldats de la DZ Mafia qui ne reculaient devant rien. Ce matin-là, on venait de toucher une petite somme sur une livraison, de l'oseille qui brûlait déjà nos poches. On se sentait puissant. La Agra nous montait à la tête. On parlait fort, on riait de tout. On portait l'uniforme du quartier. Survêt, Lacoste intégrale pour moi, un ensemble Nike pour Yanis, et nos paires de TN requins blanches, neuves, qui n'avaient pas encore goûté au bitume de la défaite. On était l'image même de l'arrogance de la cité. Puis le téléphone a sonné. C était un des lieutenants du réseau. Le plan était simple, presque une insulte à notre talent. Une commande. Il fallait intercepter une Golf 7R grise, immatriculée 75. Un Go Fast pour l'Espagne avait besoin d'une voiture ouvreuse discrète et puissante. La mission était claire. Récupérer le véhicule sans faire de vagues. Le conducteur était décrit comme un touriste, un babtou, fragile qui ne ferait pas d'histoire. Une formalité, une promenade de santé. 10 000 € à se partager. La somme a claqué dans nos têtes comme un coup de feu. Facile, trop facile. On s'imaginait déjà dépenser la thune. Yanis parlait d'une nouvelle moto, un T-Max 560 pour griller tout le monde au démarrage. Sofiane, lui, voulait mettre sa mère à l'abri. Moi, je ne savais pas encore, mais l'idée de cet argent facile me rendait euphorique. On était des loups, et Marseille était notre terrain de chasse infini. L'Audi RS3, volé la semaine précédente à Aix-en-Provence, dormait dans un box. Son moteur ronronnait déjà dans nos têtes. C était notre outil de travail, une bête de puissance noire et agressive, parfaite pour ce genre de mission. On a vérifié les armes. J'avais mon Glock 19 froid et rassurant dans ma sacoche Gucci. Yanis avait un Uzi, plus pour l'intimidation que pour l'efficacité. On était prêts. On était des prédateurs sur le point de fondre sur une proie facile. La sensation d'invincibilité était à son comble. Dans notre tête, le scénario était déjà écrit, le film était déjà monté. On allait faire ça proprement, sans bavure. On allait humilier ce Parisien, lui prendre sa belle voiture et retourner à la cité en héros, avec les poches pleines. La Agra, c'est une drogue puissante. Elle te fait croire que tu es le scénariste de ta propre vie, alors qu'en réalité, tu n'es qu'un acteur dans le film de quelqu'un d'autre. On a pris la route, le son du rap marseillais à fond dans l'habitacle. On a quitté les ruelles étroites de la cité pour s'engager sur la rocade L2, direction l'autoroute A7. Le soleil de juillet transformait l'intérieur de la voiture en étuve, mais on ne sentait rien. L'adrénaline était notre climatisation. On scrutait chaque voiture, chaque bretelle d'accès, et puis, près du centre commercial Grand Littoral, on l'a vue, la Golf 7R grise, immatriculée 75, pile comme dans la description. Elle roulait tranquillement sur la voie de droite, comme si elle n'avait rien à se faire reprocher. Le conducteur était au téléphone, une main sur le volant, l'air absorbé par sa conversation. Il correspondait parfaitement au profil. La quarantaine, polo bleu ciel, l'air d'un cadre supérieur qui pense déjà à ses vacances sur la Côte d'Azur. Il avait l'air doux, inoffensif, une proie parfaite, une victime idéale qui allait nous faciliter le travail. On se regardait en souriant. Miskin, il va rien comprendre à sa vie, a lâché Yanis en ricanant. Ce rire, je m'en souviens encore. C était le rire de l'arrogance absolue, le son de notre propre chute. On se sentait tellement supérieur, tellement maître du jeu. On pensait que notre monde, celui de la violence et de la rue, était le seul qui existait, le seul qui comptait. On ne pouvait pas imaginer qu'il existait d'autres niveaux de violence, plus froids, plus méthodiques, plus terrifiants. Le plan d'attaque était d'une simplicité enfantine. On allait le suivre jusqu'à un endroit où il y aurait moins de circulation, puis Sofiane ferait une John poussette, un léger contact sur son pare-choc arrière pour le forcer à s'arrêter sur la bande d'arrêt d'urgence. Pas de violence, juste de l'intimidation. On allait sortir, lui montrer les armes, et il nous donnerait les clés sans discuter. Propre, rapide, un jeu d'enfant. C'est ce qu'on se répétait en boucle. On a dépassé le péage de Lançon-Provence. C était le moment. La circulation était plus fluide. Sofiane a collé la Golf, lui faisant des appels de phare. L'homme au volant a jeté un coup d'œil dans son rétroviseur, sans aucune panique apparente. Il a simplement ralenti et s'est rangé sur la bande d'arrêt d'urgence. Comme un citoyen modèle qui vient de se faire emboutir. Tout se déroulait exactement comme prévu, trop parfaitement peut-être. L'Audi s'est immobilisé juste derrière la Golf, bloquant toute possibilité de fuite.
La chaleur qui montait de l'asphalte était suffocante. Le bruit des voitures et des camions qui passaient à toute vitesse créait un mur sonore assourdissant. Yanis et moi, on a enfilé nos cagoules et on est sortis, nos armes à la main. Le cœur battait fort, mais c'était la bonne adrénaline, celle du chasseur qui s'approche de sa proie. On allait plier ça en 30 secondes. Je me suis approché de la fenêtre du conducteur, le Glock bien visible. « Wesh papy, descends, c'est plus ta voiture, dégage ou on te fume !» J'ai crié en essayant de mettre toute la hargne de la cité dans ma voix. Yanis était de l'autre côté, son Uzi pointé vers le siège passager. On était en position de force totale, 2 loups encerclant un agneau égaré sur l'autoroute du soleil. Le mec devait être terrifié, paralysé par la peur. Mais sa réaction haine n'était pas normale. Il n'a pas sursauté, il n'a pas crié, il a simplement dit 2 mots dans son téléphone. « Je te rappelle », avant de le poser calmement sur le siège passager. Puis il a tourné la tête vers moi, lentement. Il n'y avait aucune peur dans ses yeux, rien, juste un calme glacial, presque du mépris. Il me regardait, mais il ne me voyait pas, moi. Il analysait mes gestes, ma posture, mon arme. Ce calme était plus terrifiant que n'importe quel cri. Un homme normal aurait paniqué, aurait supplié. Lui, il était là, assis, nous détaillant de la tête aux pieds, comme si on était des insectes sous un microscope. J'ai senti une goutte de sueur froide couler le long de ma tempe, malgré la chaleur étouffante. Pour la toute première fois de la journée, un doute s'est installé dans mon esprit. Une petite voix qui me disait que quelque chose clochait. Son regard, je ne l'oublierai jamais. Ce n'était pas le regard d'une victime. Était le regard d'un professionnel qui évalue une situation. Était le regard d'un mec qui attendait le dessert après avoir fini l'entrée. Il avait vu pire, beaucoup pire. Et nous, avec nos survêtements et nos airs de dur, on n'était que l'apéritif. La agra commençait à se fissurer, laissant place à une angoisse inconnue, une peur primale. « Dépêche-toi, sors de là !» J'ai hurlé, plus pour me convaincre moi-même que pour l'intimider. Ma voix sonnait faux, elle tremblait légèrement. Yanis aussi devait le sentir, car il a fait un pas en arrière, son Uzi moins assuré dans ses mains. Le temps semblait s'étirer, chaque seconde durait une éternité. L'air était lourd, saturé de danger. On était tombé dans quelque chose qui nous dépassait complètement. Mais il était trop tard pour reculer. L'homme a lentement levé les mains, paumes ouvertes. Un geste de soumission classique, mais son regard disait le contraire. Il y avait un très léger sourire au coin de ses lèvres, presque imperceptible. Était un sourire de pitié. Il avait pitié de nous. Il savait déjà comment ça allait se terminer, et ce n'était pas nous qui allions repartir avec la voiture. La peur s'est transformée en panique sourde. Mon doigt s'est crispé sur la détente du Glock. Je me souviens avoir pensé à Sofiane, resté au volant de l'Audi. Il devait se demander ce qu'on fabriquait. De sa position, il ne pouvait pas voir le regard de l'homme. Il ne pouvait pas sentir cette aura de danger professionnel qui émanait de lui. Pour lui, était juste un Parisien qui faisait traîner les choses. Il a klaxonné une fois, un coup bref et impatient. Ce son a été le signal de départ de notre descente aux enfers. L'homme a baissé les yeux vers son tableau de bord, comme pour vérifier quelque chose. Puis il m'a regardé droit dans les yeux. Le monde s'est arrêté. J'ai vu ses lèvres bouger, mais aucun son n'est sorti. Était comme dans un cauchemar où tu veux crier mais ta voix est bloquée. Le bruit assourdissant de l'autoroute a disparu. Il n'y avait plus que son regard et le soleil qui me brûlait la nuque. Le piège allait se refermer. Et puis il y a eu ce son, un clac sec, métallique, venu de nulle part et de partout à la fois. Le moteur de notre Audi RS3 derrière nous s'est coupé net. Au même moment, j'ai entendu le verrouillage centralisé de nos portières s'enclencher avec un bruit sinistre. Sofiane était piégé à l'intérieur. On était à pied, sur une autoroute, avec un type dont le calme était devenu la chose la plus effrayante au monde. La Golf était un appât. L'homme est sorti de sa voiture, pas comme une victime, mais comme un soldat qui sort d'un blindé. Son mouvement était d'une fluidité inhumaine, une chorégraphie mortelle répétée des milliers de fois. En une fraction de seconde, alors qu'il pivotait hors de son siège, il avait déjà une arme à la main. Ce N n'était pas un pistolet de voyou. Était un Sig Sauer SP 2022, une arme de service, propre, entretenue, professionnelle. Il n'y avait plus de doute. Était un keuf. Il n'y a pas eu de sommation. Pas de haut les mains. La première chose que j'ai entendue,
c'est la détonation sèche et le cri de douleur de Yanis. 2 balles, précises, chirurgicales, dans les genoux. Yanis s'est effondré sur le bitume en hurlant, son Uzi tombant à ses pieds avec un bruit de ferraille. L'homme s'est instantanément abrité derrière sa portière, utilisant sa voiture comme un bouclier mobile. Chaque geste était calculé, économique, mortellement efficace. On n'était plus dans un jeu. Puis il s'est tourné vers l'Audi. Sofiane, paniquée, essayait de redémarrer le moteur, mais l'électronique était morte. Le contacteur à distance avait tout grillé. L'homme a épaulé son arme, a visé à travers la vitre latérale de notre voiture et a tiré une seule fois. La balle a traversé le verre et a touché Sofiane à l'épaule. J'ai vu son corps s'affaisser contre le volant, une tache rouge sombre s'étendant rapidement sur son survêtement. Le silence est retombé. J était paralysé, le cerveau complètement déconnecté. Mon Glock me semblait peser une tonne dans ma main moite. J'ai essayé de viser, de faire quelque chose, mais mes mains tremblaient. C était trop rapide, trop professionnel. On était des gamins qui jouaient aux gangsters, et on venait de tomber sur le diable en personne. J'ai tiré une fois, n'importe où, le recul me surprenant presque. La balle s'est fichée dans le pneu de la Golf avec un sifflement pathétique. Il a bougé, pas vers moi, mais sur le côté en triangle, pour changer d'angle. C'est un truc de pro, ça, pour ne jamais offrir une cible fixe. En moins d'une seconde, il était sur moi. Je n'ai même pas vu le coup venir. Un choc violent sur mon poignet, un bruit d'os qui craque. Mon Glock a volé dans les airs avant de retomber lourdement sur l'asphalte. Mon bras criait de douleur. J était désarmé, neutralisé. J était passé de prédateur à proie en moins de 5 secondes. Il ne m'a même pas regardé. Il s'est contenté de me pousser violemment, me faisant tomber à genoux à côté de Yanis qui se vidait de son sang. Son attention était déjà ailleurs, scannant les environs, s'assurant que la menace était totalement maîtrisée. Il était seul, mais il agissait comme s'il était à la tête d'une armée. Il contrôlait tout, l'espace, le temps et nos vies. Chance n'était plus rien, juste des déchets sur le bord de l'autoroute. Le combat était terminé. En réalité, il n'y avait jamais eu de combat. C était une exécution, une neutralisation clinique et sans émotion. Le premier écho des tirs S était même pas encore dissipé que le silence était déjà revenu, lourd et macabre. Il ne restait que le bruit des voitures qui ralentissaient, les cris de Yanis et le son de mon propre souffle, rauque et paniqué. La Agra S était évaporée, remplacée par la plus pure des humiliations. C'est là que les sirènes ont commencé à se faire entendre. Pas le son lointain d'une patrouille au hasard. Non, c'était proche, trop proche. Elles arrivèrent de partout, comme si elles attendaient le signal. Ils nous attendaient. La Golf N n'était pas seulement un appât, C était le centre d'une toile d'araignée, et nous venions de nous jeter dedans la tête la première. La BAC, la police nationale, ils étaient tous là, mais ils n'intervenaient pas. Ils laissaient le pro finir le travail. Les premières voitures de la BAC sont arrivées, mais les Schmitt ne se sont pas précipités sur nous, armes au poing. Ils ont ralenti, ont sécurisé le périmètre, créant un barrage. Leur chef est sorti, un type expérimenté, et il s'est approché de l'homme de la Golf. Il ne lui a pas crié dessus. Il lui a parlé avec un respect teinté de crainte. J'ai entendu sa question, et elle a fini de me briser. C'est bon pour vous, mon commandant. Le combat était terminé avant même que le premier écho des tirs ne se soit dissipé. Un silence de mort est tombé sur l'A7, seulement brisé par les gémissements de Yanis, qui se vidait de son sang sur le bitume brûlant. Sofiane, lui, qui était immobile, une marionnette désarticulée dans l'Audi, notre char d'assaut transformé en tombeau. Mon bras cassé hurlait, mais C était un bruit de fond comparé à l'humiliation qui me dévorait. On était fini, des insectes écrasés sur le goudron. Les sirènes, d'abord lointaines, sont devenues un mur de son. Les premières voitures de la BAC sont arrivées, mais les Schmitt ne se sont pas précipités sur nous, armes au poing, comme dans les films. Non, ils ont agi avec une lenteur calculée, sécurisant le périmètre, créant un barrage. Ils nous regardaient à peine, Yanis et moi, comme si on faisait déjà partie du décor, des preuves à collecter. Leur attention était entièrement tournée vers l'homme de la Golf, le prédateur. Le chef de la BAC, un ancien, le genre de flic qui a tout vu, s'est approché de l'homme de la Golf. Il n'y avait pas d'autorité dans sa voix, juste une sorte de respect craintif, presque une déférence. Et puis, il a lâché la phrase qui a fait exploser mon cerveau. « C'est bon pour vous, mon commandant. » Le mot a résonné dans mon crâne. Commandant, pas un flic, pas un simple soldat. Un chef,
Elle élite du GIGN, l'humiliation suprême, tandis que le cadre sup remettait calmement son arme dans un étui de cheville avant de passer un appel, l'air détaché, les flics de la BAC se sont jetés sur moi. Ils m'ont plaqué le visage contre l'asphalte bouillant, une clé de bras me tordant le bras valide. J'ai senti les larmes monter, pas des larmes de tristesse, mais de rage et de pure stupidité. J'y étais le dur de la cité et je pleurais comme un gosse. La suite, était une descente aux enfers administratives. Le procès a été une formalité, une machine bien huilée. Homicide, vol à main armée en bande organisée, association de malfaiteurs. Le procureur a récité la liste comme une poésie macabre. 20 ans. La sentence est tombée comme un couperet. 20 ans pour Yanis, qui boitera toute sa vie. Pour moi, était la fin du jeu. La porte de la prison des Baumettes s'est refermée sur ma jeunesse. Aujourd'hui, ça fait 10 ans que je suis ici, aux Baumettes. 10 ans que le seul soleil que je vois est celui qui se découpe dans les barreaux de ma cellule. Le roi de Marseille est devenu un numéro. Un fantôme qui pousse sa gamelle dans les couloirs qui puent la javel et la S. 20 ans. C'est le prix à payer pour 30 secondes de Agra sur l'autoroute du soleil. Yanis est sorti, il boite, mais il est dehors. Moi, je suis encore là à payer pour notre stupidité. Et lui, le commandant, j'ai cherché son nom, une photo, n'importe quoi pendant des années, rien. Le mec n'existe pas. C'est un fantôme, une ombre au service de l'État. Parfois, la nuit, je me dis qu'il est encore là, sur les routes, dans une autre voiture banale, attendant les prochains arrogants qui se croient plus malins que le système. Il est probablement en train de former d'autres prédateurs comme lui, invisibles et mortels. Il n'était pas un homme. Était une arme. On se croyait des loups parce qu'on ne chassait que des moutons. Dans la cité, on était les patrons. Notre loi, nos armes, notre territoire. La Agra était notre carburant. Elle te fait croire que tu es intouchable, que ton Glock fait de toi un roi. Mais c'est une illusion. La rue, c'est une cage. Une grande cage, certes, mais une cage quand même. Et ce jour-là, on a tapé contre les barreaux. Et les vrais gardiens du zoo sont venus nous calmer. Tu veux savoir la vraie leçon? La rue a ses règles, mais État a le code source du jeu. On jouait à GTA. On se sentait invincible avec nos voitures volées et nos armes. Mais lui, il n'était pas un joueur. Était le développeur. Il a juste tapé une ligne de code et notre partie s'est terminée. Game over. Il y a toujours un plus gros poisson. Et nous, les petits caïds de quartier, on n'est que du plancton dans leur océan. Souviens-toi de ça.